Nous ne sommes pas des bêtes de foire, nous sommes des humains comme vous. Je cite une étudiante atteinte d'albinisme. Aujourd'hui, à l'émission Courrier du Cœur, nous allons parler, débattre sur l'albinisme. C'est tout de suite. Bonjour messieurs et bienvenue à Courrier du Cœur. Bonjour Combat, et comme on dit, en rouge et noir vraiment. Je sais, en vraiment quoi, mais rajoute toi aussi. Il faut terminer les phrases. En rouge et noir vraiment. Non, je tombe. Hein? Je tombe. Ah, merci, merci. Malik, bienvenue à Courrier du Cœur. Bonjour Combat, Alassane. Bonjour. Je pense que vous avez passé une bonne fête de l'Ashura, que vous avez vraiment prié pour TFA. Prière, ça c'est sûr. Mais Alassane, le gourmand, j'en suis certaine qu'il s'est fait plaisir avec le tiret. Il nous a fatigués sur le groupe Time for Africa. Tiret. J'ai pris tout mon temps. J'ai fait 2 heures de temps autour du bol. Il y en a un aussi qui a eu l'audace de nous envoyer la photo de tiret là. Il est derrière cette caméra. Ouais. Ah bon, aujourd'hui, le thème, comme vous savez, c'est l'albinisme. Donc Malik, tu as eu la chance d'aller à la rencontre d'une femme atteinte d'albinisme. Qui s'est ouvert à toi, qui a partagé un petit peu sa vie, ses craintes vis-à-vis des autres personnes, l'image qu'elle dégage, en fait, et l'image que les gens retournent vers elle. Oui, vraiment, pour commencer, il va falloir que je remercie Aliou. Vraiment, l'homme a tout fait, c'est lui qui a vraiment décroché l'étudiante. Bon, on est allé chez elle à Bentali. Vraiment, elle m'a épaté parce que en tant qu'albinos, atteint d'albinisme, vraiment, elle nous a ouvert les portes. Et puis, à grand cœur, elle a vraiment tout dit. Elle a vraiment su vivre avec son albinisme et vraiment se mettre dans la tête qu'elle doit réussir tout, comme les autres, parce que, comme on le prétend, hein, l'albinisme n'est pas vraiment une malédiction, selon ses dires. Elle est née comme ça, elle n'a pas demandé à naître ainsi. Donc vraiment, elle a eu même à comprendre que c'est un déficit de mélanine qui s'est répercuté au niveau de ses yeux, de sa peau et des cheveux. Donc maintenant, elle vit bien ça. On l'a trouvé entre de ses petites, je ne sais pas si c'est ses neveux ou quoi, comme ça là, mais vraiment, elle m'inspire vraiment une grande dame. Très bien. Alors, pour un rappel, qu'est-ce que l'albinisme, pour ceux qui nous regardent? Oui, en fait, c'est défini comme une maladie génétique. Donc, ça veut dire qu'on a donc une hypopigmentation. Et ça veut dire que là où on a donc des peaux foncées, on a cette couche de protection. Parce que la mélanine protège donc contre les rayons du soleil et tout cela. Donc, ceux qui sont atteints d'albinisme sont très sensibles donc, à la luminosité du soleil. Ça provoque donc comme des brûlures, c'est des points donc un peu. Et bon, certains disent que la seule chose qu'on peut faire, c'est des crèmes adaptées pour pouvoir se protéger du soleil parce que les yeux aussi sont très sensibles. Bon, l'albinisme concrètement, c'est une maladie de peau. De peau, mais génétiquement, génétique. Voilà. Maladie génétique, ça affecte la production de mélanine. De mélanine, voilà. C'est une hypopigmentation. Ça touche les cheveux, la peau et les yeux. Très bien. Ça touche tous les méthodes. Tout ce qui est donc, tout ce doit donc vraiment avoir une certaine pigmentation sur les cheveux. Donc vraiment c'est vraiment quelque chose qui est génétique. Parfois donc il y a quelqu'un dans la famille qui a déjà, c'est dans le gène donc de la famille. Voilà. Très bien. On va regarder tout de suite donc le reportage et ensuite débattre ensemble. L'étudiante qui s'appelle Mariam Diop. Ouais. Mariam Diop, c'est toi qui as la parole, c'est tout de suite. Bonsoir chers internautes, nous sommes ici avec la TFA, Time for Africa, ici à Benetali, avec Madame Mariam. Aujourd'hui, on devrait parler du sujet, l'albinos, et vraiment, elle nous a eu à nous faire l'énorme plaisir de ir chez elle pour nous parler du sujet, un peu plus tabou, mais vraiment, Madame Mariam, merci. Je vous en prie. Bonsoir, comme vous venez de le dire, je m'appelle Mariam.
étudiante en droit des affaires et fiscalité, entrepreneur, en même temps personne vivant avec l'albinisme. Donc merci Madame Mariam. Donc là, je viens juste au but. Qu'est-ce que c'est que l'albinisme et comment vivez-vous vraiment ce phénomène? Bon, comme la majeure partie des personnes, ce qu'ils croient, déjà l'albinisme, c'est pas, comment dirais-je, une malédiction ou quelque chose de mystique. L'albinisme, c'est une anomalie génétique qui est favorisée par un déficit de production de mélanine dans la peau et en plus elle est héréditaire. Elle peut toucher la peau, les yeux et les cheveux. Est-ce que l'albinisme est une cause, comment dirais-je, de ce qu'on appelle, de ce qu'on voit un phénomène avec l'albinisme, des gens qui ont tendance à ne pas faire des études ou bien se lancer dans le professionnalisme. Est-ce que vraiment c'est un handicap ou bien c'est un avantage pour toi? Bon, ce que je peux dire, d'une part c'est un avantage, d'autre part c'est un handicap. Parce que ce n'est pas la majorité des parents qui ont des enfants vivant avec l'albinisme qui ont les moyens. Et que pour qu'une personne vivant avec l'albinisme pas à l'école, il a des besoins spécifiques déjà, qui doivent avoir des lunettes, correcteurs, car la vision n'est pas du tout normale. Il faut qu'il y ait des supports et tout cela. Et ce n'est pas la majorité des écoles qui prennent en compte cet aspect. Donc, à un moment donné de leur vie, ils sont obligés d'arrêter les études, aller trouver du travail ou bien apprendre d'autres métiers, même si ça ne va pas de leur volonté. Il arrive souvent que tu sois une personne vivant avec un albinisme, que tu travailles, que tu étudies, tu pars à l'université ou bien tu fais une formation professionnelle, tu arrives à un niveau où tu as besoin de travail, les entreprises ne t'acceptent pas, disant que tu n'es pas capable de faire ce travail parce qu'ils te minimisent par rapport à cet handicap que tu as, or que toi-même, en âme et en conscience, tu sais que tu peux relever les défis. Ça aussi, c'est un problème. Donc là, je viens pour vraiment entamer une autre question. Qu'est-ce que l'État du Sénégal ou bien avez-vous une organisation qui se charge vraiment de l'albinisme ici au Sénégal? Oui, ici au Sénégal, nous avons une organisation qui se charge de l'albinisme. Nous pouvons parler de l'ANAS, Association nationale des albinos du Sénégal, ou bien FASA, Fondation de l'albinisme au Sénégal et en Afrique, qui prend particulièrement ces besoins en compte. Ils prennent l'éducation des enfants vivant avec l'albinisme, leur prise en charge par rapport à la santé, les lunettes solaires, les crèmes soleil, les kits alimentaires. En même temps, ils prennent en charge les albinos qui sont malades, ceux qui sont atteints du cancer de la peau, qui ont un niveau un peu trop avancé par rapport à cette maladie et que leurs parents n'ont pas carrément les moyens pour les soigner. Maintenant, quel est le message que vous allez lancer aux parents qui ont des progénitures vivant avec ce handicap? Le message que je vais lancer aux parents qui ont des enfants vivant avec un albinisme, c'est que ces enfants sont normaux et qu'ils ont tous les droits comme tous les autres enfants. Ils ont le droit à l'éducation, ils ont le droit d'être aimés, ils ont le droit de vivre dans une famille épanouie et heureuse. Ils ont le droit d'être traités comme toute personne vivant dans cette société. Ils ont le droit, lorsqu'ils sont malades, d'être soignés. Ils ont le droit d'être pris en compte par rapport aux émotions, parce que c'est pas facile d'être une personne vivant avec un albinisme. Il y a certaines personnes qui peuvent t'accepter comme ça, mais il y a d'autres qui te marginalisent ou qui te stigmatisent, et ça te fait excessivement mal. Ça peut te faire manquer ça peut causer un manque de confiance en soi et trop de choses, raison pour laquelle les parents doivent être compréhensifs sur ce phénomène. Maintenant, la dernière question que je voudrais te poser. Quel est le message que tu vas lancer maintenant à toutes ces organisations et à tous ceux qui vivent autour de ceux-là atteints de ces handicaps-là? Le message que je vais lancer aux organisations, c'est que certes, ils sont en train de fournir un très beau travail, mais nous savons qu'aussi il reste beaucoup de choses à compléter. Donc nous leur demandons de persévérer et de ne pas laisser tomber. Ce que je peux dire aussi aux personnes vivant avec un albinisme, cet albinisme ne doit pas être un enfant, ne doit pas être un handicap, ne doit pas les empêcher d'atteindre leurs objectifs. Car comment on peut dire, ils n'ont pas choisi d'être albinos. Donc ils doivent vivre avec, avoir confiance en eux, s'estimer soi-même et pouvoir progresser. Ma dernière question, s'il vous plaît. Quelle est votre force? Quelle est la force de Mariam? Mariam, elle m'inspire vraiment. C'est comme s'il y a... Je n'ai pas compris.
quelle est vraiment cette force qui est en Mariam là, qui fait d'elle... Hein? Voilà. Bon, je peux dire, moi, ma force, c'est ma famille, premièrement. Deuxièmement, je peux dire mon audace, parce qu'il m'arrive que je suis très audacieuse. Et le troisième, je peux dire, ce sont les défis. Car moi, j'adore les défis. Toute personne qui se met devant moi pour me dire que je ne peux pas arriver à ce niveau, je ferai l'impossible pour montrer que j'en suis capable. Certes, je suis une femme déjà. Je suis une personne vivant avec un albinisme, mais ça ne peut pas m'empêcher d'avancer, car je fais partie des leaders. Merci. Merci infiniment, Mariam. Merci beaucoup. Donc on a vu Mariam qui a parlé donc de son albinisme. Oui, surtout parce qu'elle a en premier parlé de sa situation à l'école en tant qu'enfant albinos. Donc qu'est-ce qu'elle vit en fait à l'école? Donc elle voit qu'elle est un peu la risée de ses camarades de classe parce que la couleur de sa peau et de ses yeux surtout. Donc elle est chaque fois peut-être raillée. Ouais. Des regards surtout sur elle. Donc en tant que jeune élève, jusqu'à maintenant faire, je pense qu'elle est étudiante maintenant en banque et finance et consorts. Donc vraiment elle a su se surpasser, même avec la stigmatisation. Donc même au niveau enquête de travail, là elle peut faire les stages. Mais en quête de travail aussi, ça met problème parce que... Elle n'arrive pas à trouver de stage? Oui, parce que là... À cause de son albinisme? Oui, parce que là, les gens pensent qu'elle est vulnérable, surtout si elle devrait s'exposer dans certains milieux. Alors si vraiment elle n'a pas aussi... Il faut que le lieu soit adapté à sa maladie. À sa peau surtout. Donc ce qui fait qu'à chaque fois, elle n'en trouve pas. Donc au niveau du voisinage aussi, bon, elle est... vraiment mal vue, d'autant plus qu'elle est la seule dans cette famille à être albinos. Est-ce que les parents sont albinos dans son cas? Non, elle est atteinte d'albinisme comme ça. J'aimerais une explication en fait. Est-ce que ses grands-parents sont... Non. Ni les grands-parents, ni ses parents? Ni les grands-parents, ni ses parents. Donc, ouais. Donc parfois la société aussi, le regard qu'il porte sur certains trucs, elle a même tendance à penser que c'est... Il y a un truc qui ne va pas là. On a bien dit que c'était héréditaire, non? Oui, c'est héréditaire. C'est un gène, ça peut être un gène qui se révèle, oui. Ça peut aussi être un gène qui est caché. Donc ça dépend un peu de... Mais si ce n'est pas chez les parents, ni les grands-parents, il y a que ce qui m'intrigue là. Non, c'est-à-dire que vous savez, pour les maladies héréditaires, si je peux le comparer un peu avec par exemple l'asthme, ça peut faire des sauts de génération. Ça peut être quelque chose qui peut être très ancien dans la famille et après maintenant ça se révèle. Ça reste toujours dans la famille. Maintenant, il faut qu'il y ait certaines prédispositions, un facteur peut-être favorisant, et après donc un enfant peut l'avoir et les autres n'ont pas donc ce problème. Donc là, c'est vraiment la seule dans la famille, en réalité, depuis plusieurs générations alors. Et puis même dans nos sociétés, il y a une autre explication. Par exemple, moi, j'ai des cousins qui sont albinos, mais dans notre tradition, on essaie d'expliquer ça autrement. Faut pas me dire. Si, c'est un peu... Non, je l'accepte pas. Non, si, chez nous, en pays sérère, c'est ça. Non, il va falloir que maintenant, ça dépasse. Qu'on les a maraboutés, c'est ça? Non, c'est pas question de marabouter. Dans nos familles, dans la lignée maternelle, par exemple, en pays sérère, il y a... Chacun appartient à une lignée maternelle. Donc vous voyez, chacun appartient à une lignée au point qu'il y a ce qu'on appelle les pangols quoi, chez nous. Donc c'est soi-disant, c'est des... je ne peux pas dire les dieux, les pangols. Mais non, mais attends, tu as dit que les Sérères considèrent donc les personnes atteintes d'albinisme comme des dieux. Non, c'est-à-dire c'est les pangols qui influencent au niveau de cette famille. Soit la maman, elle a eu à ne pas obtempérer les traditions, les rites qui ont été... De ce fait, elle peut donner une punition. Oui, voilà. Vous voyez. Donc c'est une explication un peu... Moi, j'ai des cousins qui sont albinos. Hein. Et comment ils le vivent? Là, ils essaient de vivre ça comme tout le monde, mais eux aussi, ils ont cette mentalité, ils ont cet aperçu. Ils disent que bon, c'est une punition. Parce qu'il y a 2 ou 3 qui sont albinos, les autres sont plus noirs que moi. Donc, vous voyez, alors qu'ils sont du même père et de la même mère. Donc, pour eux, c'est une punition. Donc, la maman... Parce qu'en pays sérieux, il y a des totems. Parce que la mère n'a pas obtempéré. Mais vous vous rendez compte de la gravité? Je suis sûre que tu crois, toi, à ça. J'y crois, oui. Non, mais vraiment, c'est pas possible. Quoi. Ah, mais pourquoi pas? C'est-à-dire que... Non, mais arrêtez de dire c'est punition, quoi. Il y a encore un autre aspect. Dans certains pays, par exemple limitrophes, certains kidnappent même des enfants albinos parce qu'ils disent que ça leur permet d'avoir... Ils en font des sacrifices mystiques
pour avoir de l'argent ou bien du pouvoir. Donc pour dire, c'est une communauté qui est vraiment très exposée. Donc ce sont des réalités qui sont là. Si j'ai bien compris, on les kidnappe pour du mystique. Donc ça veut dire que les parties, on les tue, les parties prélevées, on les donne donc à des sorciers? Ouais, pour vraiment le pouvoir et l'argent. Ça se fait dans des pays, même ici, c'est pas aussi courant, mais ils sont persécutés. Ce sont des communautés, c'est une communauté persécutée. Donc si j'ai bien compris, là, on kidnappe des êtres humains, on les tue, on coupe les parties de leur corps et on les donne à des sorciers. On les vend à des sorciers. C'est même pour, avec nos politiciens, c'est pourquoi à la veille des échéances électorales, ils se cachent. Hein. Comment ça? Ils vont dans les grands marabouts là, ils leur demandent des organes d'albinos, de personnes particulières, albinos ou bien un enfant qui n'a pas encore péché, ou bien une femme, une fille vierge. C'est ça quoi, c'est des traditions qui sont vraiment odieuses. Donc, en fait, il y a une vraie attaque sur les albinos. Il y a une vraie attaque. Au-delà même de l'intégration sociale, il y a une vraie persécution. Donc la perception dans la société, c'est vraiment quelque chose de très grave. C'est la réalité en tout cas. Donc ici, peut-être, on n'en parle pas beaucoup. Mais si on voit l'action, si on suit l'actualité, comme par exemple en Tanzanie, en Côte d'Ivoire, en d'autres pays, où vraiment, comme on dit, là, je vais dire un peu, c'est la sorcellerie, la magie noire, fonctionne vraiment, c'est une communauté persécutée. C'est une communauté persécutée. Alors, est-ce qu'il existe des associations ou des fondations qui les protègent et qui font valoir leurs droits, les droits de l'homme? Parce que j'ai envie de dire, ce sont des êtres humains, en fait. Oui, bon, au Sénégal, en tout cas pour ce que j'en sais, il y a une association, il y a une célèbre artiste donc, qui est membre du groupe Takefa, qui, elle, a mis une association donc, pour la défense un peu des albinos. Il y en a d'autres, donc ils essaient un peu de s'organiser. Donc voilà, ils essaient aussi d'influer un peu, parce qu'ils ont besoin aussi de certains produits cosmétiques qui leur permettent de pouvoir protéger leur peau, parce que aussi il y a la sécheresse. Leur peau, si leur peau est trop exposée au soleil, ça se craquelle. Donc ils ont besoin de certaines crèmes et ça coûte très cher. C'est un traitement, mais vraiment extrêmement difficile. On peut le comparer, si j'ose, hein, excusez-moi, comme une chimiothérapie qui est lourde. Pour eux aussi, l'albinisme, c'est aussi lourd qu'une chimiothérapie, en fait, c'est ça? Oui, c'est très lourd, parce qu'on est exposé, il faut porter des habits longs. Si on ne prend pas beaucoup soin de sa peau, on a donc vraiment c'est craquelé. Et donc, cancérigène. Il paraît qu'ils sont même exposés, avec les rayons solaires, là, ils sont tellement exposés au cancer. Donc, je pense qu'il y en a aussi qui sont atteints de cancer? Oui, il y a certains qui sont vraiment atteints. Parce que lorsque vous voyez cette prolifération de points noirs, après ça peut devenir véritablement... Donc c'est compliqué au plan médical. Et même les orphelins qui sont là dans la rue et tout. Ici, bon, peut-être que ce n'est pas aussi bien pris en charge qu'on le souhaiterait. Parce que parfois, on a des enfants qui sont isolés. Parfois, ces enfants, comme tu as dit, sont offerts aux pouponnières et tout cela. Parfois, c'est la maman elle-même qui rejette cet enfant albinos, qui dit non. Donc, c'est très complexe, très compliqué. On dirait que pour la communauté, ou là pour les êtres humains, je dirais, pas pour la communauté, mais pour les êtres humains, on dirait que ce sont des objets. Mais il faut comprendre que ce sont des êtres humains. Ils sont comme vous et comme moi. C'est juste qu'ils sont atteints en fait d'une maladie génétique héréditaire. C'est tout, mais ce sont des êtres humains. Mais là, on parle de meurtre, là, sur le plateau, là. On parle de meurtre, hein? Oui, je veux dire, c'est des meurtres mystiques qui se font. Aujourd'hui, ils sont considérés que véritablement, il y a la discrimination. Aujourd'hui, tu as dit, elle a déjà eu une bonne formation. Mais s'il n'y a pas un peu... Parce que dans d'autres pays, il y a des lois, par exemple, qui permettent un peu de favoriser un peu sur certaines. Mais ici, c'est compliqué. Donc, il suffit... le CV est bon, mais la personne se présente, voilà. Et même si le poste lui convient, on lui dit non, parce que par rapport à l'environnement de... Même Salif Keita, le musicien, l'international, il a eu à raconter sa vie comme ça. Il a dit qu'il a été instituteur. Mais à chaque fois qu'il dépose pour enseigner, on lui dit que devant des enfants, tu ne peux pas te mettre devant les enfants avec la couleur de ta peau. C'est difficile. Mais ça, avec Mariam, elle, vraiment, elle a dit que je vais tout faire pour franchir le truc. On a l'impression que Malik a eu un coup de cœur pour Mariam. Mais raconte-nous, alors, mais raconte-nous, on veut savoir, nous, là. Non, elle est une femme de challenge. Elle m'a dit que oui, c'est ça. Moi, ma peau, je n'ai pas demandé à être ainsi, donc ce n'est pas un handicap pour moi. Donc c'est un défi qu'elle devra relever parce que réussir, ça n'a rien à voir avec vraiment la couleur de la peau. Ou bien d'être dans une famille qui n'est pas une famille d'albinos. Donc vraiment, dans sa tête, elle doit
casser tous ces trucs-là pour vraiment se hisser au sommet. Donc moi j'aimerais savoir s'il y a un monsieur. Non, là on n'a pas demandé ça. On n'a pas demandé si... Parce que tu ne voulais pas demander, c'est tout? Non, j'avais pas... Parce que j'ai trouvé beaucoup de monde dans la salle, donc je ne sais pas si ce sont ses enfants ou pas, mais... Ils étaient nombreux là, mais elle ne m'a pas l'air d'âge, parce que c'est une très jeune dame. Hein. Je ne sais pas si... Quel âge? À peine la vingtaine, hein. Ouais. Elle est très jeune. Pourquoi tu ne répètes pas ce que tu nous as dit au plateau? Il était au garde à vous? Qu'est-ce que ça fait de ça hier? Moi, quand je l'ai vu, il était au garde à vous. En tout cas, ça vaut la peine. Là, il faut que je c'était le coup de cœur de la semaine, quoi. Ouais. Bah, très très bien. Bon, bah, j'espère qu'elle va trouver quand même un stage et que ces discriminations va cesser un peu, parce que je trouve que c'est quand même grave de penser que ce sont des bêtes. Oui, effectivement, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc, c'est vraiment un effort à faire par rapport, je vais dire, à la législation, l'acceptation de la société. Et je pense aussi qu'il y a aussi un accompagnement psychologique aussi à avoir. Parce que tout le monde ne parvient pas à avoir cette force, cette capacité pour supporter. Donc surtout quand on est enfant, les enfants ils sont naturellement comme ça, railleurs et tout cela. Mais si vous arrêtez vos études, qu'est-ce que vous allez devenir? À la rigueur, vous êtes obligé d'être, par exemple, à mendier dans la rue. Et ça, c'est pas... Voilà, il y en a beaucoup. C'est comme si c'est normal. Du fait qu'on est albinos, il faut être mendiant. Ce n'est pas une raison. Mais non, il y en a qui ont une vie normale. Voilà. Moi, je me rappelle. Qui ont des enfants, voilà. Qui ont un travail, un emploi. Je me rappelle, il y a quelqu'un, je pense, qui n'est même pas professeur d'université. Il est albinos, mais c'est un éminent professeur d'université. Donc, et voilà. Mais quelles sont les grosses difficultés que ces personnes-là vivent au quotidien? Les grosses difficultés? Déjà, rien que par rapport à s'exposer au dehors, déjà, pour pouvoir avoir les crèmes, ça coûte cher. Et il n'y a pas aussi donc cette prise en charge, par exemple, pour ça. Donc, ce n'est pas un handicap où il y a, par exemple, une sorte de, je vais dire, d'assurance maladie, où, par exemple, si eux, ils doivent acheter certains médicaments ou bien certaines crèmes, qu'il y ait, par exemple, une sorte de subvention. Mais ça n'est pas à ce point organisé pour que, par exemple, s'ils vont dans certaines pharmacies, donc leur association aussi n'est pas suffisamment forte ou puissante ou bien soutenue par l'État pour pouvoir, dans d'autres pays, il y a beaucoup d'initiatives où parfois il y a des cosmétologues qui ne font que ces produits-là destinés à ces personnes atteintes d'albinisme. Pour eux, ce n'est pas considéré comme un handicap? Bon, ici c'est plus qu'un handicap. L'albinisme peut s'inscrire en fait comme un handicap? Bon, parce que déjà, vous êtes déjà discriminé au plan social. Vous postulez à un travail. Dans la société même, donc l'acceptation. Par exemple, aussi, si vous avez, par exemple, à aller à un certain niveau de direction, donc on dit, par exemple, c'est l'image de la société, l'image de l'entreprise. On ne voit pas donc... C'est maintenant que les gens commencent un peu à faire un peu le fait qu'ils ont une personne qui a un handicap, de le mettre à certains postes, ça donne un peu... C'est un peu comme pour labelliser l'entreprise. D'accord. Mais est-ce que c'est véritablement... Pour faciliter l'insertion, voilà. Mais est-ce que c'est véritablement mais c'est semblant, quoi, tu veux dire. Voilà. C'est juste la façade, mais en profondeur, je ne pense pas que ce soit vraiment donc, accepté. Très bien. Donc, mais si vous voyez même que la discrimination sociale, c'est ce qui les pousse même à ne pas vouloir trop aller dans des trucs là. Parce que là, quel truc? par exemple, à l'école. Quelqu'un qui est né dans une famille où il est le seul albinos, déjà, avec les enfants de son âge déjà, il a tendance à se poser les questions pourquoi je suis seul dans ma famille blanche comme ça. Comme il a dit tout à l'heure, il faudrait un suivi psychologique. Voilà, donc ce qui fait que parfois, au lieu d'aller faire des études, on préfère l'exposer, l'amener dans les rues, qu'elle mendie, la mendicité. Et puis, ce qui fait qu'ils ne sont pas tellement nombreux au niveau des autres sphères de l'État aussi. Mais le président de l'association, je pense que c'est un cadre de l'administration sénégalaise. Donc, parce qu'ils ont une association, ils ont une fédération. Donc l'association... Il y a certaines personnes qui se posent la question, on l'a vu tout à l'heure, c'est vrai qu'on aurait aimé avoir un spécialiste même en médecine, disons, là-dessus. Voilà, est-ce que c'est contagieux? Il y a beaucoup de personnes qui pensent, j'ai regardé sur les réseaux sociaux, sur Internet, dans les forums, il y a certaines personnes qui sont convaincues que c'est contagieux. Non, c'est pas une maladie contagieuse, c'est une maladie vraiment génétique. Donc, maintenant, il y a les possibilités. Bon,
certains sont allés dans des niveaux de recherche pour peut-être un peu assombrir, donc comme des injections, tout cela, mais c'est à des risques. Aujourd'hui, la seule prévention qui est la plus, je vais dire, adaptée, c'est vraiment donc cette possibilité d'avoir donc des crèmes assez des crèmes solaires, donc de travailler aussi parce qu'ils ont besoin donc de lunettes, oui. Voilà, parce qu'il y a la luminosité, voilà, la protection, voilà, avec des manches toujours des manches longues, tout ça. Donc c'est ça aujourd'hui. Donc il y a quand même un peu tout sur l'habillement, il y a tous ces efforts donc, à faire. Donc en fait, bon, je pense à tout de suite, concrètement, ils ne peuvent pas vivre au soleil. Non, il ne peut pas s'exposer à ce point. Mais donc, c'est vrai que c'est autre chose. Hein. C'est vrai que s'il existait vraiment des aides concrètes, comme tu disais tout à l'heure, bah, je ne sais pas, mais ça va être dur pour les familles aussi de se séparer d'eux. Mais j'ai envie de dire qu'il faut les enlever du pays de chaleur, en fait, où le climat est élevé. Mais s'ils sont tous en Europe, par exemple, où il fait super froid, je pense qu'il y aura un problème, non? Oui, mais de toute façon, jusqu'à... C'est peut-être un problème d'économie aussi. Hein. Oui, je pense que... Mais s'il existait vraiment ce genre d'association qui se préoccupait de leur vie, j'ai envie de dire, c'est vrai que c'est dur après pour les familles. On ne sait pas, parce que souvent on a envie de mettre ses enfants à l'étranger. On a envie qu'ils voyagent, on a envie de donner les visas, tu vois, pour qu'ils travaillent, pour qu'ils étudient à l'étranger. Donc je pense que même pour leur survie, c'est pas meilleur en fait qu'il existe ce genre de choses. Je pense que qu'on les crée et qu'on les mette dans des pays froids. Bon, ça c'est peut-être des possibilités, mais je pense qu'il faut rester un peu dans quelque chose qui est un peu plus réaliste. Je pense que c'est un travail... Réaliste, on a parlé de tuer, sacrifice. Oui, c'est-à-dire mais tu sais le taux. Je pense que ce que j'ai dit, c'est beaucoup plus réaliste que ce que j'ai entendu sur le non, mais c'est une question de meurtre. C'est une question de politique. C'est la politique, non pas la politique quand même. Parce que par exemple aujourd'hui, si au Sénégal par exemple, pour les handicaps, il y a même par exemple une organisation et une législation, il y a un peu des entreprises qui on demande de favoriser, d'embaucher des handicapés. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça peut être aussi une meilleure organisation au plan donc, de la prise en charge sanitaire, donc les médecins, l'accompagnement aussi, parce que même dans la famille, il y a des problèmes, parce que l'albinos aussi n'est pas totalement accepté. Il y a la cohabitation dans sa famille, ses frères et sœurs, tout ça. Donc vous imaginez donc, cette pression, donc c'est toujours un challenge comme il a dit, il faut toujours se rendre meilleur. Maintenant, on s'est rendu meilleur, on a fait en sorte d'exceller dans une spécialité, mais après, on est bloqué dans le marché du travail. Et ça, ça peut être un choc. Même s'ils sont surdiplômés. Voilà. Donc, ce sont des situations-là. Je pense qu'il y a vraiment un travail à faire. Peut-être une loi à l'Assemblée, mais il faut qu'il y ait une organisation. Certaines maladies, aujourd'hui, il y a toute une organisation. Quand on parle du cancer, quand on parle de certaines formes de maladies assez spécifiques, il y a une organisation, il y a un conseil national. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait, donc je pense qu'il faut arriver à une journée de la oui. Je pense que ça doit exister, je ne suis pas sûr, je pense peut-être que ça doit exister. Mais en tout cas, c'est une question à prendre en charge. Par le ministère de la Santé. Voilà, effectivement. Oui, c'est vrai. C'est une question vraiment... Je vois que dans le reportage, Marie, c'est une bonne vivante. Elle est mobile, elle est comme nous, quoi. Elle est là, elle s'habille, elle est coquette, voilà. Elle est pleine de vie, en fait, quand on voit le reportage. Effectivement, ouais. Et donc, c'est triste quand même. Quand j'y pense, quand je vois le reportage, je me dis, mais en fait, donc, si elle sort, comme tu disais l'autre jour, au veille des élections, on peut la kidnapper, on peut la suivre. C'est pour des conversions. C'est pourquoi même les politiques n'ont pas une vraie politique pour protéger les albinos, parce que quand on prend par exemple le corium là, c'est une naissance sur 4000 au niveau national. Donc, ce qui fait qu'ils n'ont pas, peut-être les pouvoirs politiques ne se soucient même pas de, si c'est en Afrique, c'est 1 sur 10 000 naissances. Donc ce qui fait qu'on a tendance à les oublier complètement. C'est carrément comme une minorité. Donc, vraiment, il va falloir qu'il y ait des albinos qui sont vraiment allés au top niveau pour pouvoir inciter à ces pouvoirs-là de le prendre en considération. C'est tellement intéressant. Ce que tu dis, c'est tellement vrai. Quand tu dis, s'il existait une personne atteinte d'albinisme dans le gouvernement, donc qui a étudié, qui a poussé, qui s'est battu forcément, parce que c'est très dur comme ça maladie, et qui aujourd'hui a pu être dans le gouvernement et ministre, allez, demain on a un albinos ministre de la Santé, et c'est là donc qu'on va s'en soucier. C'est tellement vrai et tellement pathétique ce que tu dis, c'est triste. C'est triste de penser ça.
C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas un qui a accès en fait à ces élites, il y aura de suite. Il faut voir un peu l'initiative de Salif Keita, ça a fait le tour du monde. Ça a fait le tour du monde. Est-ce qu'il n'a pas eu à mettre, je ne sais pas, un institut même et tout ça, mais ça a fait un tour du monde. Parce qu'il a permis de dénoncer tous ces cas donc, de sacrifice et tout cela. Ils ont eu quand même la personne de Salif Keita, quelqu'un qui porte la voix. Mais déjà, c'est un chanteur. Voilà. Il a une renommée internationale. Voilà. Et il me semble que sa fille aussi, non? Sa fille, elle chante aussi. Il me semble qu'il y a des filles qui chantent. Je ne sais pas. Si je ne me trompe pas. Il n'y a pas de filles qui chantent? Si. Si. Okay. Donc, finalement, eux, c'est aussi un cas à part. Ils sont sauvés parce que le papa est chanteur, parce qu'il est reconnu à l'international. J'entends le nom Keita partout, donc c'est ça en fait qui va se c'est la renommée là. Donc, ça revient à ce que Malik disait, il faut être dans l'élite pour pouvoir un peu bouger les choses. Il faut vraiment, comme on dit, il est devenu un ambassadeur de cette communauté au plan international, et particulièrement pour l'Afrique. Et son initiative a vraiment aidé. Maintenant, le reste, c'est une question de volonté politique pour aller plus loin, la législation, la couverture maladie, l'accompagnement psychologique et tout. Aussi, pourquoi qu'on arrête la discrimination quand il s'agit d'emploi. La compétence n'a pas de... Est-ce que les gens n'ont pas peur? Finalement, quand j'entends vous dire sur le plateau, je suis tellement choquée sur le côté sorcellerie, est-ce que finalement, les employeurs n'ont pas peur de ça? Oui, mais avant tout ça, il faut qu'on enlève l'idée, comme je l'ai dit tantôt, l'idée que l'enfant né albinos est une malédiction ou bien c'est une punition. Il faut qu'on enlève ça de la tête des gens. C'est ça qui fait... Lui, il devient doucement. Tout à l'heure, il a dit, dans le pays CRF, un pays CRF, c'est ça. Il croit, lui, il croit que c'est une punition. Tu l'as dit tout à l'heure. Oui, parce que tu ne peux pas dire maintenant, il faut cesser ça. Mais non, j'ai dit, il faut qu'on sensibilise les gens. Les téléspectateurs ont bien entendu ce que tu as dit tout à l'heure. C'est ça, mais il faut qu'on sensibilise les gens. Mais c'est vraiment sur toi, alors? Oui, là, il faut que j'enlève ça dans ma tête. Là, c'est sûr. Parce qu'il y a une partie de la tradition qui vraiment nous met en recul. Parce que là, penser que ça, c'est le totem qui a fait ça, ça, c'est vraiment, c'est quelque chose d'évincé, quoi. Parce que la femme, elle est... Non, mais attends. Parce qu'elle est obtempérée, elle a dit. Oui, mais... Elle est la police. Elle n'est pas obtempérée. Non, mais c'est ça, c'est des croyances qui sont là. C'est des croyances qui freinent vraiment nos avancées. Si vous voulez bien, Alassane et Malik, on va passer au micro-trottoir. Je suis vraiment intéressée de savoir ce qu'on dit dans les rues de Dakar. C'est tout de suite. Bon, moi c'est David. Voilà, je suis un jeune étudiant, mais je travaille là quelque part. Bon, par rapport aux albinos, je pense que les albinos ne sont pas respectés parce qu'on les considère dans la société comme des personnes assez fragiles en fait. Déjà par leur couleur de peau, parce que déjà on sait que ça ne facilite pas déjà, par exemple en ce temps de chaleur là, ça ne facilite pas aux albinos de pouvoir se trouver là parce que leur peau ne supporte pas ça en fait. Déjà de mon expérience personnelle, moi j'ai un frère, mais il est au Gabon, il n'est pas ici. C'est un albinos en fait. Donc hormis le fait que sa couleur de peau ne permette pas qu'il puisse peut-être faire de certains travaux en journée parce qu'il y a trop de soleil, mais c'est quelqu'un de bien constitué. Et moi je pense qu'on devrait tous être considérés au même pied d'égalité en fait, parce que c'est des gens comme nous. Nous sommes avec Bineta. Bineta, merci de nous avoir rejoints sur le plateau de Cours et du Cœur pour le thème de l'albinisme. Merci à vous de m'accueillir. Bonjour. Bonjour Binta, comment tu vas? Bonjour, ça va bien vous? Alors Bineta, on a observé donc le premier micro-trottoir. Oui. Alors David, lui, en gros, il disait de considérer les albinos en tant que des personnes normaux. Comme nous, certes, ils ont des problèmes parce qu'ils ne peuvent pas faire des travaux. C'est-à-dire comme dans les chantiers, ça va être compliqué pour eux de faire les travaux, mais certes de les considérer comme des personnes normaux et que lui-même il a un frère albinos, mais qu'il le vit très bien, mais juste il demande aux gens de les considérer comme des gens normaux. Parce qu'en vrai, ils subissent du racisme. Dire telle personne il est albinos, ah j'ai peur, c'est un peu frustrant et voilà, il demande juste aux gens de les considérer. Est-ce que c'est pas finalement un problème d'information, Alassane? Oui, pourquoi une personne a peur d'une autre personne? Oui, c'est une question aussi, donc je pense qu'il y a une certaine communication à faire.
Et comme c'est aussi quelque chose de très rare, avec le ratio, donc, comme l'a dit Malik, quelque chose de très rare, je pense que la prise en charge doit commencer à la naissance. Dès que l'enfant est né, donc dans l'hôpital ou bien la maternité, sachant que si la mère ne rejette pas cet enfant-là, qu'il y ait un accompagnement dès la naissance et de le suivre. Je pense qu'il y a des statistiques qui le révèlent, je pense qu'il y a cet accompagnement donc, à faire dans ce plan sanitaire. Contrairement à certains pays, je vais dire, nantis, il n'y a pas donc un investissement dans la recherche pour essayer un peu de trouver des traitements ou bien essayer peut-être de prévenir donc, cela, parce qu'il y a parfois donc des manipulations qu'on fait déjà sur les fœtus et sur la si on décèle très tôt, parce que mais même si c'est décelé dans le fœtus, pardon, on ne va pas tuer le fœtus. Non, je ne tue pas, mais il y a parfois pour des recherches qui montrent certaines maladies, déjà à un certain stade d'évolution, avant qu'il y ait donc beaucoup de mutations dans le corps donc, de la femme, les gens font par exemple, pour certaines malformations, par exemple, il y a ces possibilités-là. Des résultats de recherche nous l'ont démontré. Mais aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est aujourd'hui accessible dans nos pays, parce qu'on n'a pas donc ce niveau de recherche dans le plan donc, de la santé. Et tu sais, il y a tout de suite, j'avoue que c'est un hors-sujet que je vais vous dire, un vrai hors-sujet. Je t'écoute parler, tu as tellement raison. Et tout d'un coup, j'ai eu cette pensée, lorsqu'il y a eu le feu à Paris, dans la cathédrale. Regarde tous les artistes qui ont mis des millions et des millions d'euros là. Hein? Lady Gaga et encore toutes les stars internationales qui ont mis des millions. Moi, je ne comprends pas. Tu vois le truc? C'est vrai que c'est un hors-sujet, mais tout de suite, j'ai eu cette pensée. Je me suis dit, mais pourquoi on ne met pas des millions dans des choses aussi importantes que ça? C'est un paradoxe. Tant que c'est chez le voisin, ça ne te touche pas. Quand c'est maintenant chez toi, commence maintenant. Donc c'est ça. Donc c'est vraiment un paradoxe. Donc, c'est le fait d'un peu, c'est la symbolique. Donc quelque chose qui a une représentation, je vais dire, un peu symbolique, qui est partagée par tout le monde va s'investir. C'est comme si on fait quelque chose. Donc comme tu as fait raison, donc quand la cathédrale, c'est la symbolique de Paris. Tu t'en souviens des millions et des millions, là, comment? Des milliards de dollars là. On a investi. Mais aujourd'hui, on fait des appels même sur des maladies qui ne sont même pas sur l'albinisme. On devrait faire des spots publicitaires, comme je vois, don de sang, ou sur le cancer du sein, sur la maladie, donc le sida. Je pense qu'on devrait faire cela. Alors c'est vrai, tout à l'heure on parlait du ministère de la Santé, ben pourquoi pas une forme d'investissement du ministère de la Santé, donc du ministre, voilà, pour qu'on puisse déjà avoir un budget et créer ces spots publicitaires et les diffuser dans toutes les chaînes. Oui, il y a même mieux, parce que je sais que un ministre, par exemple, dès la naissance, il y a le ministère de la Santé, il y a le ministère de l'Éducation, il y a aussi donc le ministère de la Petite Enfance, ce qui fait que s'il y a un enfant qui est né albinos, qui est détecté dès la naissance, que le ministère de la Petite Enfance le prend en charge, lui donner une bourse, comme les pupilles de la nation. Oui, et là, il y a vraiment, donc, ça veut dire qu'on suivi, on sait que telle mère a donné naissance à un enfant albinos, il est donc dans tel quartier, dans quelle région, tout ça, il est pris en charge. On sait un peu son carnet de santé, il est pris en charge donc, gratuitement, tout cela. S'il y a un vrai recensement. Voilà, c'est ça, exactement. S'il y a un vrai recensement donc, des naissances, donc vraiment on peut accompagner l'enfant albinos de la naissance, sur tout son parcours de vie. Je pense que c'est une question de volonté, c'est une question d'organisation. Ici, pour beaucoup, ce n'est pas des ressources qu'il faut, mais c'est juste une question de méthode et d'organisation. Si on prend l'enfant à la naissance, c'est comme la déclaration donc, de naissance. Si dès la maternité, si on te donne une injonction que tu dois déclarer ton enfant sous un délai par exemple de 3 mois au maximum, si tu ne le fais pas, tu as une pénalité. On te fait une mise en demeure, encore, on te dit tu vas maintenant faire 3 jours. Donc automatiquement, à la naissance, à la maternité, tu es enregistré. Très bien. Et tu es pris en charge, donc déclaré et pris en charge tout le long de ton parcours donc, de vie. Très bien. On va regarder ton deuxième micro-trottoir, Binta, c'est tout de suite. Bonjour à tout le monde, je me présente, c'est Cheikhou Omar Tal Diop. Ce que je pense des albinos, c'est un réel problème ici en Afrique parce qu'ils sont stigmatisés, certains sont sacrifiés surtout vers l'Afrique australe, l'Afrique de l'Est. Ici au Sénégal, le seul souci qu'ils ont,
à mon avis, c'est que sur le plan sanitaire, ils sont souvent exposés au soleil. Ils ont des problèmes pour les lunettes, ils sont exposés au soleil, les brûlures. Ben, il y a plein de choses, hein. Mais par rapport au sacrifice humain, ça, c'est pas ici en Afrique. C'est pas ici au Sénégal, du moins. La solution, elle est là. La solution, c'est que c'est-à-dire le ministre du genre, c'est ça dont il doit s'occuper, ou bien elle doit s'occuper, le ministre du genre. Ouais, ça, parce que ça, c'est vraiment le genre. Parce que bien qu'il soit stigmatisé et tout, le ministre ne fait rien pour eux. Sur le plan sanitaire, le ministre de la Santé devrait pouvoir leur donner des bourses sociales, qu'ils puissent aller se soigner gratuitement au niveau des districts sanitaires ou quelque chose de ce genre. Mais je pense qu'ils sont relégués au second plan. Alors, Cheikhou Diop, lui, il est vraiment conscient que les albinos ici en Afrique, ils sont stigmatisés, ils souffrent. Et lui, la solution qu'il propose, c'est envers le ministre de la Santé qu'il offre des bourses à ces personnes qui sont atteintes d'albinisme pour qu'ils puissent avoir le traitement. Parce que c'est coûteux et eux d'eux-mêmes, ils ne pourront pas le faire. Ils ne pourront pas se le procurer. Et même aussi dans le domaine du travail, ils ont du mal à avoir leur place. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, ils ont du mal à avoir leur place et ils demandent à ce qu'on les soutienne, à ce qu'on leur donne leur place pour qu'ils puissent s'intégrer dans la société et vivre aussi leur vie pleinement. J'ai une question pour vous, les hommes là, messieurs. Quel exemple concret d'action un gouvernement peut-il entreprendre pour justement les personnes atteintes d'albinisme? Là, l'idée, c'est du jeune homme qu'on puisse avoir une bourse. Oui, je pense que c'est quelque chose qui est dans l'ordre du possible. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que par exemple, comme la Fondation des pupilles de la Nation, si on est par exemple, comme ce qui s'est passé avec la catastrophe avec le bateau de Djola, ceux qui ont eu à perdre donc, le parent ont été pris en charge totalement par la Fondation des pupilles de la Nation. Mais là, comment promouvoir l'inclusion? L'inclusion, il faut quand même que ces ministères concernés, déjà, il y a le ministère de la Santé, parce que c'est une question de santé aussi, il y a le ministère de l'Éducation, il y a le ministère de l'Action sociale, donc, qui est aussi concerné, le ministère donc, de la Famille. Il y a au moins 5 ministères qui sont concernés. Il faudrait essayer de les regrouper ensemble pour créer une sorte de plateforme où, dès la naissance, il y a ce recensement, il y a cette prise en charge et un accompagnement donc, du début jusqu'à l'accomplissement de la vie de l'enfant, c'est-à-dire à la naissance jusqu'à son bac, post-bac, parce qu'il y a tout un programme d'insertion. Et si on communique suffisamment sur ça, avec une réelle volonté, je pense aussi qu'il faut qu'on puisse entériner ça aussi par une loi. Il faut que ça passe à l'Assemblée. Merci. Voilà, merci. Merci Alassane. Merci. Il n'y a qu'à faire une loi là. Ben oui, on fait des décrets pour X, pour X, pour X. On n'a qu'à faire un décret, une loi. Je suis désolée, mais ce sont des êtres humains. Et j'adore ce que tu as dit et je valide à 100%. C'est vraiment frustrant. Donc, parfois, quand on les voit dans la rue en train de mendier, donc c'est une véritable discrimination. Mais ce n'est pas du fait qu'on a donc un manque de pigmentation qu'on doit devenir mendiant. Donc le génie n'est pas associé à la couleur de la peau ou bien à ça. Donc l'albinisme n'est pas un handicap mental ou bien parce qu'on a un défaut d'intelligence. Voilà. Je suis amoureuse d'Alassane aujourd'hui, bravo. Mais moi je voudrais juste ajouter que même les lois là, c'est vrai que c'est la loi qui devra protéger tout ça là. Oui. Mais au Sénégal vous voyez qu'on vote des lois. Des punitions, hein. Oui, mais on vote des lois mais on ne les applique pas. Donc avant, moi je préconise d'abord qu'on nomme un albinos à une haute instance de la République. Oui, sachant que parce qu'ils ont les capacités. Il y a des albinos qui étudient. Là, au moins, quand on a un albinos dans une haute institution de la République, et maintenant prendre en charge la prise en charge de la naissance jusqu'au niveau supérieur, là, je pense que ça va régler l'affaire. Maintenant, après, on va voter des lois au cas où. J'aimerais tellement que ça existe. Ouais. Mais vous voyez, quand il s'agit d'albinos, il y a un petit problème pour moi. Parce qu'il y a au moins, ce sont les parents qui devraient en premier accepter l'enfant. Parce que dans certaines familles, c'est une honte. D'avoir un enfant albinos, c'est déjà une honte. Comme avoir un enfant qui a des malformations. Donc vous voyez, donc il va falloir maintenant
Il va falloir maintenant qu'on enlève tout ça là dans la tête des gens d'abord. Que l'être humain, c'est un être humain. Qu'il soit né avec une malformation, qu'il soit né albinos ou ça, c'est un être humain. Mais parfois, tu vois que dans des familles, l'enfant est né, il peut avoir un certain... parfois même, il y en a qui délocalisent l'enfant. Il est né en ville, on l'amène en campagne pour vraiment cacher l'enfant. Vous voyez? Donc si c'est en campagne, là aussi, c'est un problème. Donc c'est déjà au niveau de la famille d'abord, pour vraiment parler de l'État. Parce que les gouvernants, il ne faut pas être au courant de tous. Il faut vraiment changer de mentalité. L'enfant, c'est un albinos, c'est un albinos. Maintenant, il doit pas faire ses études, il doit aller progresser. Donc, il va falloir que tu le mettes dès à présent à l'école, le poursuivre jusqu'à ce qu'il fasse ses trucs. Maintenant, au niveau de l'État, ils savent qu'il y a des albinos intellectuels qui ont fait des études supérieures. Donc, il va falloir nommer des députés, élire des députés albinos, nommer des directeurs généraux. On va passer au troisième et dernier micro de Binta. Je me présente, c'est Michel Ndiaye Mamekor, président de Vision africaine pour la paix et le développement. Moi, je gère une organisation non gouvernementale qui s'appelle VisaPad. Mais en tant que président, je ne suis pas pour, n'est-ce pas, la marginalisation des albinos au niveau africain. Parce qu'ils ont un droit humain, comme tous les individus, dans le cadre, n'est-ce pas, de l'humanité. Le fait de marginaliser les albinos, c'est vraiment piétiner les droits de l'homme. Et je pense que tous les gouvernements africains doivent penser à régler cette situation. Ils doivent donner une place favorable, n'est-ce pas, à ces albinos. Parce que ce sont des êtres humains respectables et qui participent au développement de leur nation. Je crois qu'il faut leur réserver une place au niveau de ces sociétés et c'est extrêmement important. Voilà, madame, monsieur, mon point de vue, n'est-ce pas, sur la vie des albinos. Donner leur place dans la société, ce n'est pas déjà à marginaliser. Ils ont un droit comme tout le monde, ils participent au développement de l'Afrique. Et je suis contre ces éléments, ces cannibales, parce que je les considère des cannibales qui sont en train de mutiler ces gens-là dans le cadre de leurs intérêts. Il faut bannir cela. Tous les gouvernements africains doivent bannir cela pour la paix et pour la paix de ces albinos. Voilà, madame, monsieur, ce que je pouvais dire à propos de la vie de ces albinos-là. Alors, nous avons ici M. Ndiaye qui parlait aussi à peu près la même chose, l'acceptation, l'intégration. Et aussi, il a parlé du fait que les albinos, vous l'avez dit tout à l'heure aussi, des fois, on les prend, il y a des membres qui sont coupés pour vendre je sais où. On ne peut pas prendre des gens comme ça, couper les membres pour aller les vendre je sais où. En fait, en plus, quand j'étais plus jeune, avant, j'avais peur des albinos, sérieusement. Mais quand j'étais plus jeune, j'ai regardé un reportage où il y a un village en Afrique, j'ai oublié où, mais ils coupaient les membres des albinos et ils allaient les amener pour des sacrifices. Et même les gens du village, ils avaient peur. Et la nuit, ils venaient devant les frères. C'est-à-dire, il y a des enfants qui voient cet acte. Donc, ils sont traumatisés, ils prennent leurs frères, couper les membres et aller vendre ça à je sais où. Et pour éviter ça, ils délocalisent, c'est-à-dire ils prennent les enfants et les amènent autre part. Et il y a même des ONG, oui, il y a même des ONG qui viennent les prendre en charge parce qu'ils savent qu'ils sont en danger pour les protéger. Et c'est à ce jour que j'ai vraiment respecté et j'ai su que vraiment ils souffraient. Binta, tu m'as dit quelque chose de très intéressant, hormis tout le contexte bien sûr, qui est très grave. Tu avais peur. Oui. Pourquoi tu avais peur? La couleur. C'est la couleur. En fait, je voyais... Quand tu es petite, quand je ne suis pas entourée d'albinos et que je vois pour la première fois une personne qui est comme ça, et la société les met à part. Parce que s'ils les avaient intégrés, j'allais comprendre que c'est des personnes normaux. Mais la première fois quand je les ai vus, c'est comme si ce n'étaient pas des personnes normales, c'était des personnes à part. Donc quand je les vois, j'ai peur. Je ne sais pas, mais après avoir vu ce reportage-là, je me suis rendu compte que c'est des personnes normaux, ils souffraient et que réellement,
En fait, il faut être conscient que c'est des personnes et les laisser vivre, en fait. C'est ça. Alassane? Oui, c'est vrai. Tout est aussi dans l'environnement familial. Je pense que l'enfant aussi, quand il voit quelque chose dont il n'est pas habitué, c'est un problème. Un enfant, je vais dire, de 3 à 5 ans, qui est toujours entouré des personnes avec la même coloration de peau, s'il voit par exemple, supposons un Européen, il va avoir peur, parce qu'il n'a jamais vu. 3 ans, 4 ans, vous n'avez jamais vu quelqu'un qui a la peau claire, donc automatiquement. Donc je pense que c'est une question de familiarisation. Mais dès les premiers instants où on a fait en sorte d'intégrer cet enfant albinos, donc déjà le noyau familial, et que aussi la société aussi l'intègre, et qu'il y ait aussi au niveau quand ils vont à l'éducation, donc dans les écoles, tout cela. Je pense qu'il y a tout ça, tout un processus à faire. Et les foyers aussi, qui ont donc des enfants albinos, demandent aussi un certain accompagnement. Parce que le rejet, votre enfant est né albinos, vous le rejetez. Vous l'abandonnez quelque part devant la porte d'une maison, voilà. Mais est-ce que, donc, on parlait de peur, est-ce que cette discrimination, elle n'est pas née à cause justement de cette peur? Oui, bon, il y a plusieurs facteurs. Mais je pense aujourd'hui, quand on est un enfant, c'est un enfant. Donc je pense que cet enfant aussi a besoin donc, de l'amour de sa mère, de son père, de sa famille. Donc il faut vraiment que la famille se regroupe autour de ça. Un exemple qui n'est peut-être pas dans la même, mais il y a des enfants qui sont paraplégiques, qui ne peuvent tourner que la tête. Donc il faut vraiment qu'il y ait tout un accompagnement au sein du foyer. Donc pour l'enfant, la question de la peur, c'est parce qu'on n'est pas habitué. Donc une personne étrangère à son environnement, c'est la première fois qu'on voit quelqu'un qui a une teinte de peau différente de celle qu'on a l'habitude de voir, c'est normal. Donc, après, on s'habitue. Le plus on se familiarise, on est habitué, et donc ça fait partie de son quotidien. Tout à l'heure, tu parlais d'une aide psychologique, je trouve ça super intéressant, dans le sens que aide psychologique, déjà pour les personnes atteintes d'albinisme, c'est très important, mais aussi pour l'entourage, les parents, les frères et sœurs. C'est quand même dur de voir qu'on rejette son frère ou sa sœur. Psychologiquement, ça fait mal, c'est douloureux, c'est dur pour des parents qu'on rejette son propre enfant. Psychologiquement, c'est lourd, ça fait mal, c'est douloureux. C'est quelque chose qu'il faut faire. Je pense que parfois, c'est quelque chose qui manque dans certaines situations, parce que bon, là, on est en train de parler de l'albinisme, mais à supposer que, par exemple, vous avez perdu un enfant, il n'y a pas un accompagnement pour ça. Donc, je pense aujourd'hui, ces psychologues conseillent, parce qu'au Sénégal, ils sont formés. Mais il faut qu'on les intègre. Mais je ne connais pas trop de psychologues au Sénégal. Si, il y a des psychologues. Il n'y a pas une nouvelle génération de psychologues conseillers. Bon, certains ne sont même pas en entreprise, on ne les amène pas aussi dans les hôpitaux. Donc, dans les écoles, là, il y a l'assistance sociale. Donc, mais parfois, pour les cas vraiment très, très complexes, les spécialistes pour être à l'écoute de l'enfant et aussi aller dans ces familles où il y a un enfant albinos. D'accord. Je pense qu'on va passer à la rubrique suivante. On va garder Binta sur le plateau parce que c'est le courrier du jour. C'est tout de suite. Alors, Binta, tu vas nous lire le courrier du jour. Il me semble que c'est une Bijou, elle aussi, non? Oui, c'est une Bijou, effectivement. Alors, Bijou, elle dit « J'aimerais te remercier de nous humaniser, Kumba. L'albinisme est incompris encore à ce jour. Beaucoup de gens nous prennent pour des animaux ou des bêtes de foire. Je me nomme Bijou. Je suis également atteinte d'albinisme. Je suis diplômée actuellement. Je fais un Master 2. Je souhaiterais avoir mon entreprise et faire le tour du monde. Avec cette maladie, c'est très difficile, mais nous aspirons à être chef d'entreprise, mère de famille, vivre comme tout le monde. S'il vous plaît, avec cette émission, faites que les gens comprennent que nous sommes des humains. Nous n'avons rien de mystique. Un grand merci pour ce que vous faites pour nous. Bijou Diaw. » Très bien. Qu'est-ce que tu en penses, Binta? Franchement, elle a des ambitions et rien que pour ça, je respecte ça. Et je pense que si nous, parce que le problème, c'est pas eux. Eux, ils ont compris et ils ont envie de réussir. Et que si nous, on les accepte et que dans le monde de l'entreprise, ils les laissent avoir leur place et
les aident aussi avec leurs problèmes, les comprennent, les acceptent, je pense que le monde ira mieux en fait. Alassane? Donc, je pense que Bijou a fait un appel du cœur, véritablement, pour qu'à travers cette émission, qu'on puisse porter le message par rapport donc, à cet handicap qui, normalement, ne doit pas être considéré comme un handicap. Les gens doivent savoir que ce sont des êtres humains à part entière. Donc, c'est quelque chose qui peut arriver. Et il faut vraiment donc, que les gens l'intègrent dans la vie donc, de tous les jours. Et arriver à ce niveau d'études, c'est un droit d'avoir une carrière, une ambition et de pouvoir se réaliser. Et voilà, je pense qu'elle est suffisamment confiante pour pouvoir aussi se lancer dans l'entrepreneuriat. Oui, c'est ce qu'elle disait. Malik? Oui, je rejoins Alassane. Hein. Donc il va falloir maintenant qu'on commence dès le bas âge à suivre ces enfants. Donc, et puis surtout avec l'acceptation de leur propre famille même d'abord. Parce que c'est ça, moi mon problème c'est ça. Au niveau de leur famille, ils ne sont pas très bien acceptés. Parce que on les prend comme des malédictions quelque part ou bien, je sais pas, ce qui fait que à la naissance, on a tendance à les cacher ou bien à les amener quelque part pour ne pas vraiment qu'ils subissent cette discrimination des voisins. Donc ce qui fait que à un moment donné, il peut être dans un lieu où il n'aura pas les possibilités d'aller à l'école, donc il sera obligé d'aller manger. Mais quel conseil donnerais-tu à Bijou? La Bijou, je la conseille vraiment de se rapprocher surtout des organismes qui se chargent de l'albinisme, parce qu'il y en a au Sénégal, il y a une fédération, il y a une association nationale, donc là au moins ils auront les possibilités d'exposer tous les problèmes et les griefs qu'ils ont, donc se faire entendre au plus haut niveau. Donc je pense que c'est ça, comme je l'ai tantôt dit, il va falloir qu'on nomme une autorité qui pourra vraiment conscientiser les politiciens à ce qu'ils prennent en charge maintenant ces masses. Comme Bijou qui a quand même un niveau élevé. Oui, parce qu'elle déjà elle a un niveau assez vraiment important, donc il va falloir maintenant que aussi les portes soient ouvertes à elle, surtout pour les stages et la quête de l'emploi. Donc il va falloir maintenant sensibiliser aussi les gens, les politiques surtout, que vraiment qu'ils puissent mettre au même pied d'égalité tous ces enfants qui sont en quête de savoir et en quête d'emploi. Donc vraiment pour pouvoir promouvoir et se battre pour ses concitoyens ou bien ceux avec qui ils ont les mêmes problèmes, c'est-à-dire les albinos. Donc il va falloir qu'il y ait un albinos qui sera vraiment comme Salif Keita, quelqu'un qui va porter vraiment leur voix, donc pouvoir défendre leurs intérêts, aller même jusqu'à instaurer des lois, comme l'a dit Diagne, voter des lois au niveau de l'Assemblée nationale pour qu'ils puissent vraiment promouvoir ces populations, promouvoir vraiment la vie. Ils sont un peu mis à l'écart, donc et ils sont pratiquement persécutés dans quelques coins même de l'Afrique, hein, quelque part dans le monde, ils sont persécutés. Donc, soi-disant qu'ils sont porteurs de bonheur, avec des traditions et des rites de sorcellerie comme ça, donc tout ça, il faut vraiment des lois coercitives pour vraiment décourager ceux qui ont tendance à les persécuter. Alors, ce que j'ai à dire à Bijou Ndiaye, déjà, mes félicitations. C'est une grande fierté. Je suis très, très fière de toi, de ce que tu as accompli aujourd'hui. Tu te présentes, tu te mets en avant déjà en tant que femme et pas atteinte d'albinisme. Et donc, c'est très, très fort. Et honnêtement, chapeau bas. Sache une chose, c'est que TFA vraiment te soutient, mais à 100%. Et j'aimerais vraiment t'encourager, j'aimerais te donner toute cette force et j'aimerais même te donner toute mon énergie pour que tu puisses continuer et arriver au but le but que tu souhaites du moins atteindre. Et vraiment, j'espère que Allah t'accompagnera dans toutes tes démarches et vraiment ta vie pour qu'elle soit meilleure, sachant qu'on n'est pas du tout naïve. On n'est pas naïf sur ce plateau, on sait très bien, on connaît les difficultés donc d'avoir ce problème génétique. Et tu es une image, sache-le, tu es une image en tant que femme, tu es une image en tant que personne atteinte d'albinisme, et donc tu es une marque, tu es vraiment
une femme à part entière. Pour moi, il n'y a rien de défectueux chez toi. Pour moi, tu es l'exemple à suivre. Et un grand, grand bravo, 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 mais vraiment 1000 fois. Tu es une femme forte et reste forte. Et bien entendu, il est hors de question qu'on pense ou qu'on te prenne comme animal. Tu es une personne à part entière comme nous tous. Si les autres ne l'ont pas compris, c'est eux-mêmes le problème. Sache-le. Je pense qu'on va passer à la rubrique suivante. Nous recevons sur le plateau notre invité Moussa Diallo, qui a une association qui protège justement les personnes atteintes d'albinisme. Bonjour Monsieur Diallo et bienvenue sur le plateau de Courrier du Cœur. Oui, bonjour madame, ça va? Alhamdulillah. Je me présente, je m'appelle Moussa Diallo. Oui. Je suis le coordonnateur national de l'Association nationale des personnes vivant avec l'albinisme. Très bien. Et chargé aussi de la santé et de l'action sociale. Très bien. Oui. Bonjour, Moussa. On a eu donc un peu découvrir ce problème donc, de l'albinisme. Oui. Qu'est-ce qui a motivé donc la création de votre association? La création de ce qui nous a motivé parce que l'albinisme est un couche vulnérable. Et il n'y avait pas de soutien, il n'y avait pas d'assistance à la personne vivant avec l'albinisme. C'est ça qui nous a poussé à créer l'association des personnes vivant avec l'albinisme au Sénégal. Est-ce que vous avez eu des difficultés pour avoir donc, le récépissé de reconnaissance de votre association? Oui, c'était un peu difficile au début parce que même les autorités ne reconnaissaient pas l'albinisme comme un handicap. C'était ça le problème. Mais au fil du temps, avec l'aide de nos partenaires, on a pu réussir à avoir le récépissé. Maintenant, ça va, on a commencé à développer notre activité par rapport. Quel est le but précisément? Le but de l'association. Le but de l'association, c'est d'assister aux personnes vivant avec l'albinisme et de combattre la discrimination et l'insécurité des personnes vivant avec l'albinisme. Très bien. Monsieur Diallo, j'aimerais vous poser une question très intime, très sensible. Oui. J'aimerais savoir comment vous avez vécu votre enfance, le regard des autres. Oui, mon enfance, je l'ai vécu très difficilement, mais aussi je me suis forgé dans la vie, ça m'a aidé aussi à me forger un caractère dans ma vie qui m'a permis aujourd'hui d'être ici sur ce plateau pour vous parler. Parce que j'ai vécu des choses difficiles avec mon entourage même et avec d'autres personnes de l'extérieur. Parce qu'on me critiquait, on me hurlait dessus, on me crachait dessus à chaque fois où j'allais sortir ou bien j'allais jouer. Même mes études ont été interrompues par un surveillant à cause de mon handicap. Yeah. Parce que comme un jour d'examen, j'étais là où on m'avait attribué le numéro qu'on m'avait attribué. En ce temps, il n'y avait pas de polycope qu'on donnait aux élèves. On écrivait sur le tableau. Alors, je ne voyais pas, je me levais, je marchais jusqu'au tableau, je revenais. Il m'a dit, hey, tu t'assois. Sinon, je te fais sortir. Je lui dis, non, là où je suis, je ne vois pas. Il me dit, je m'en fous. Non, c'est pas possible. Tu t'assois ou bien si tu te lèves, tu sors. Ah, moi, je ne pouvais pas aussi continuer comme ça, parce que si je m'assois, je ne vais rien écrire. Oui, c'est vrai. Alors, j'ai pris mes bagages et je suis sorti. Et certains, le directeur, malheureusement, je ne l'ai pas vu ce jour-là. Alors, depuis ce jour. Ça vous a pénalisé donc dans vos études? Tellement pénalisé. Dans votre vie? Oui. Parce que je n'ai pas pu poursuivre mes études. C'est que j'arrive à parler un peu le français parce que je continue à faire des activités de développer le français en moi. C'est pour ça. Et quel acte le plus cruel qu'on vous a fait dans votre jeunesse? L'acte le plus cruel qu'on m'a fait dans ma jeunesse, c'est un ami de mon père. J'étais avec lui parce que il y avait un ancien lutteur qui était venu le voir. Il lui a dit que ton magasin, si tu veux que ça se développe, comme l'ami de ton frère, le petit-fils de ton ami, il vient chaque jour ici,
tu lui demandes si tu peux t'offrir un peu de ses cheveux pour que tu développes ton business, quoi. Il me l'a dit. Il m'a dit, non, moi ça ne m'intéresse pas. Mais fais attention aux vieux. Parce qu'à chaque fois, il est là, vous êtes là tous les deux. Mais si tu ne fais pas attention, il peut faire quelque chose pour couper tes cheveux. Depuis ce jour, à chaque fois qu'on se voit, il reste toujours derrière moi. Un jour, je l'ai vu, il était assis derrière moi, il avait un ciseau, il jouait avec un ciseau. Oui. Il jouait en me disant, boy, même ça karaoké, offre-moi ton cheveu, quoi. Pour mon lutteur, je dis non. Père, si tu n'arrêtes pas, je vais te tabasser jusqu'à ce que tu sois mort. Et aller à la police te porter plainte en fuite. Parce que ce que tu fais, ça ne se fait pas. Même si je sors dans la rue, une personne m'attaque, mon cheveu est coupé, c'est toi que je vais porter plainte. Très bien. Depuis ce jour, je ne l'ai plus revu. Il s'est complètement éloigné de moi. Ça m'a fait mal parce que je n'avais pas imaginé que ça allait jusqu'à ce point pour les gens, quoi, pour avoir ce qu'ils veulent, quoi. Vous savez, M. Diallo, tout à l'heure, on parlait justement des sacrifices qu'on faisait sur les personnes atteintes de l'albinisme. Donc, ces attaques mystiques, cette barbarie qu'on fait justement. Et j'aimerais avoir votre point de vue dessus, en fait. Moi, je dis que les gens ne sont pas tellement éveillés. Parce que quand un féticheur te dit « Amène-moi l'oreille d'un albinos, je vais te nommer président » ou bien « Amène-moi les yeux d'un albinos ou bien ses cheveux, je vais te rendre riche ». Mais pourquoi lui, il ne fait pas ça pour lui-même? Pourquoi? S'ils avaient le don de se faire nommer président, pourquoi je ne me nomme pas le président? Mais les gens ne se réveillent pas du tout. Ils ne réfléchissent pas. Tu sacrifies le fils de quelqu'un pour devenir quelqu'un. Tu sacrifies ça. Parce que tu ne peux pas venir et dire, Moussa, j'ai besoin de son oreille là, je te donne 5 millions. Moussa coupe son oreille. Ça ne vaut rien. Moussa n'acceptera jamais ça. Mais il faut que tu le tues. Si tu récupères ce que tu as besoin, le reste tu jettes. Tu devras faire ton féticherie, mais tu ne seras jamais nommé. Tu ne seras jamais nommé parce que tu as sacrifié quelque chose pour faire. C'est ça le problème. Il faut que les gens soient tellement réveillés parce qu'on a dépassé ce niveau. Quand tu dois être quelque chose, c'est Dieu qui nomme. Ce n'est pas un marabout, ce n'est pas un féticheur, c'est Dieu simplement qui te dit, t'écrit sur ton destin, Moussa, tu dois être ceci, cela ou bien ce deux. Et c'est ça. Voilà, merci. Je suis sidéré par ce témoignage. Je me dis que vous êtes menacé au plus proche, donc véritablement, dans votre entourage le plus proche. Oui. Et ce que vous avez dit là, c'est vraiment, vous êtes menacé. Oui, on est tellement menacé parce que moi, ma famille vit en Mauritanie. L'année 2012, quand il y avait des élections, on m'a renvoyé là-bas pour que je sois là-bas jusqu'à que les élections soient finies. Mais ça, c'est de la... Alors que je travaillais. On m'a fait perdre 1 an de travail. J'étais complètement là-bas jusqu'à l'élection du Macky Sall et après, on a continué 1 an après, je suis revenu. Parce que c'était pas sûr. On sacrifiait les gens partout, on sacrifiait même les personnes vivant avec d'autres handicapés. Parce que pour tout ça, pour être élu. Ah, c'est ça. Parce que tu n'es pas en sécurité dans ton propre pays. Comment faire? Donc en Mauritanie, c'est plus sécurisant alors? Oui, c'est plus sécurisant, c'est un peu plus sécurisant parce que c'était dans les villages reculés comme ça, tu seras plus un peu en sécurité, quoi, parce que tu ne sors pas, personne ne vient là-bas. C'est un peu plus sécurisé, quoi. Mais ici, au centre-ville, tu as des activités, tu vas travailler, tu rentres tard, peut-être tu peux... Oui. On peut te ramasser en cours de route, te faire ce qu'ils veulent. Je ne suis pas sûr, quoi. Vous êtes marié, M. Diallo? Oui, je suis marié. Vous avez des enfants? Non, pas encore. Combien d'enfants voulez-vous? J'aimerais avoir au minimum 5 ou 4 enfants. Inch'Allah, la Bellamine, Dieu va vous l'accorder. C'est là où je voulais venir pour une petite question à Moussa. Merci d'abord pour l'invitation. Je voudrais savoir quelles difficultés rencontrez-vous pour
prendre un foyer. En tant qu'albinos, avec ce qu'on voit avec la société, ils sont un peu marginalisés. Donc, prendre un époux qui n'est pas albinos comme vous, ou bien vous managez à trouver entre vous un cœur. Il y a deux catégories de différence. Parce qu'il y a celle des femmes et celle des hommes. Celui des hommes. Parce que les hommes, le premier souci, c'est leur apparence, l'handicap, l'albinisme. Le deuxième problème, c'est le financier. Parce que la plupart des albinos n'ont pas un travail acquis. Ils gagnent peu. Ou bien il y a certaines qui mangent même, parce qu'ils ne gagnent pas, ils ne travaillent pas. Alors si tu as cette situation, même si tu tombes amoureux d'une fille, elle tombe amoureuse de toi, mais si tu vas chez elle pour demander le mariage, on va te rejeter. Parce que actuellement, les femmes demandent beaucoup trop de l'argent. Là, je ne dis pas non. Ah, c'est la vérité. Surtout les badjans là et Yaïgor là. Quand tu viens, il te demande quel est son travail. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? C'est ça qu'il te demande. C'est pas triste ça, même au Sénégal, ça. C'est ça le problème. Oui. Mais moi, de mon côté, quand même, alhamdoulilah, parce que ma femme est une albinos comme moi. On s'est mariés en 2020, le 20 février. Oui. Jeune mariée. Oui, jeune mariée, oui. Mais ça va, ça s'est passé très bien parce qu'on est sorti 2 ans, 3 ans. Après, on s'est mariés. Il n'y avait pas de difficultés. Mais pour les femmes aussi, il y a des difficultés parce qu'il y a des familles qui n'acceptent pas que les filles albinos soient mariées dans leur famille. Parce qu'ils disent que la fille ne peut rien faire, elle ne peut pas travailler sous le soleil, elle ne peut pas faire beaucoup de choses. C'est ça qu'ils se disent. Alors que les femmes albinos se préparent du tiep. Ils font du tchéboudion pendambay très bien. Ils font très bien leur travail, des travaux domestiques, parce qu'on les a appris. Elles sont des filles, elles ont du cœur, elles ont du chair, elles travaillent. Mais il ne faut pas les user avec leur apparence, simplement. Très bien. Et vous savez quoi, Monsieur Diallo, je vous rejoins mais parfaitement lorsque j'entends qu'on pense que les femmes albinos ne savent pas cuisiner. J'ai envie de dire, là on parle des Sénégalaises. Ici, dans les familles, il y a toujours des domestiques. Donc déjà, on les inculque même pas la cuisine dès le bas âge. Nous, on a eu cette chance, c'est qu'on nous a appris à cuisiner. De toute façon, moi, j'accrochais le pain de ma mère quand j'étais petite. Mais j'ai envie de dire, il faut arrêter de juger parce qu'elle est albinos, elle ne sait pas cuisiner. C'est vous-même, les Sénégalaises, là. Vous ne savez même pas cuisiner. Vous avez 10 domestiques chez vous, vous faites semblant ici, là. Aussi, j'ai relevé une petite chose, là. Monsieur Diallo, j'ai entendu que Madame Diallo savait cuisiner le tchéboudienne. Où est le tchéboudienne? Il fallait venir avec le tchéboudienne. Moi, je vais goûter ça aujourd'hui, là. J'espère que vous avez bien relevé. Monsieur Diallo m'a promis du tchéboudienne. Je veux mon tchéboudienne. Si vous voulez bien, on va passer à la dernière rubrique de Courrier du Cœur. Time for Love. Assalamu alaikum, je m'appelle Al-Hassan Nyan. Je suis là aujourd'hui dans l'émission Time for Love. J'aime trop les filles, c'est un peu trop dire, mais j'ai dit peut-être j'aime les filles, mais si j'aime pas les filles, je vais aimer autre chose. Donc, je vais être avec les filles que d'être avec les garçons, surtout entre guillemets. C'est-à-dire après, quand tu dis que tu n'aimes pas les filles, aussi on va te dire, ah, gars, tu es gay, en quelque sorte. L'amour pour moi, c'est juste un mot, mais pas un mot que tout le monde peut utiliser, dans la mesure où d'autres disent que oui, je veux être amoureux de la personne, d'autres disent oui, je cherche le grand amour. Mais pour moi, personnellement, ce n'est pas ça. L'amour pour moi, c'est essayer de ne pas trouver la personne que tu penses être bon pour toi, mais la personne avec qui tu peux t'entendre bien. Avec le temps, ça va passer parce que tu peux être amoureux de n'importe qui. Ça, oui. Pour du vrai, oui. Bon, oui, parce que tu sais, un peu comme j'ai dit tout à l'heure, à un moment donné, il ne faut pas essayer de chercher la bonne personne. Des fois, à force de chercher, tu risques de ne rien trouver. Par contre, si tu laisses les choses venir naturellement, tu peux tomber sur la bonne personne, la personne idéale, par contre, ne pas dire la bonne personne. Et moi, ça a été mon cas. À un moment donné, je n'ai pas cherché et j'en ai trouvé, même si après 3 ans, tout le monde est
partie de son côté. Mais pour dire vrai, on a passé de très bons moments. Tromper, moi personnellement, pour les personnes qui me connaissent, qui connaissent Alassane Niang, ils disent non. Je suis tellement fidèle qu'à un moment donné, je ne me vois pas tromper une personne. Oui, parce que aussi on peut parler de la beauté sans pour autant faire à l'aspect physique. La physique, ça compte, mais aussi à l'intérieur, franchement, on dit que oui, ce qui est à l'intérieur, ça se reflète à l'extérieur, c'est vrai. Mais pour dire vrai, quand on dit être amoureux d'une personne, d'abord physiquement, ça compte, pour dire vrai. Ouais. Donc, je suis beaucoup plus aussi... J'en fais partie de ces gens qui pensent que la physique fait partie de ce qu'on appelle l'amour. Bon, d'abord, la beauté, son sourire, ça peut être aussi sa forme. Donc, c'est un cocktail de tout. Hein. Ouais. Oui, si j'ai une base dans la religion, oui. Mais après, ça dépend aussi de la personne avec l'éducation qu'il a été inclus. Ce n'est pas parce que je suis issu d'une famille musulmane où on dit qu'il faut être polygame dans la religion. Mais on précise encore que dans la religion, je dis, si tu as la possibilité et tu as les moyens, tu peux occuper jusqu'à 4 femmes. Mais ne pas te baser dans la religion pour dire oui, je signe pour la polygamie. Tu peux signer au moment du mariage avec ta femme la polygamie. Ce n'est pas forcément que tu signes polygamie que tu vas te marier avec 4 femmes. Personnellement, je ne mange pas de ce pain, comme on dit. Je préfère être avec une seule femme que d'être avec plusieurs femmes sans pour autant avoir rien à leur offrir. Non, ça non, parce que vous savez, nous sommes dans une société où parfois, tu peux être ami avec Prince par exemple, et que Prince a un ami, a une sœur je veux dire, et dit bon oui, vu que je te connais, tu es un ami depuis de plusieurs dates, tu peux sortir avec ma sœur, ça se fait. Personnellement, je ne le fais pas, je ne me vois pas tomber amoureux de la copine d'un ami, ça non. Du mbaran. Bon oui, mais après, bon, que les hommes font, mais il faut essayer de voir quel genre d'homme. Parce que pour moi, un homme, c'est pas parce qu'être beau physiquement, musculé, non. Il faut être un gentleman. Et puis quand on est gentleman, c'est d'abord l'attitude. Moi, je ne me vois pas, je ne dis pas que, bon, ok, d'accord, je ne vais pas te regarder. Moi, personnellement, je ne suis pas fan de faire du mbaran, c'est-à-dire utiliser, parce que c'est le fait d'utiliser la fille, quoi. Tu l'utilises à tes propres fins. Donc, pour moi, ça, c'est pas être un homme. Du mbaran. Bon, oui, mais après, bon, que les hommes font, mais il faut essayer de voir quel genre d'homme. Parce que pour moi, un homme, c'est pas parce qu'être beau physiquement, musculé, non. Il faut être un gentleman. Et puis quand on est gentleman, c'est d'abord l'attitude. Moi, je ne me vois pas, je ne dis pas que, bon, ok, d'accord, je ne vais pas te regarder. Moi, personnellement, je ne suis pas fan de faire du mbaran, c'est-à-dire utiliser, parce que c'est le fait d'utiliser la fille, quoi. Tu l'utilises à tes propres fins. Donc, pour moi, ça, c'est pas être un homme. Mais moi, je suis encore, j'en fais partie encore de ces gens qui ne croient pas à ces légendes, à certaines légendes qui disent que oui, l'homme est naturellement infidèle. Ça, non. Non. Donc, c'est juste pour dire encore une fois que même si tu as des principes, tu ne peux pas être fidèle à tes principes. Donc, ça, je ne suis pas de ces gens, quoi. Bon, qu'est-ce que j'attends de l'amour? En fait, des fois, on te dit que oui, je serai toujours là à côté de toi, mais bon, pour moi, je pense qu'avant de me promettre beaucoup de choses, pour moi, d'être là au moment où moi j'en ai besoin et ne pas attendre que tout soit OK pour être là avec moi. Comme j'ai commencé dès le début, il ne faut pas qu'on essaie de... À un moment donné, il faut savoir déposer ses valises et aussi dire que oui, je vais arrêter de me poser trop de questions par rapport à l'amour, par rapport à la bonne personne, mais surtout laisser les choses venir naturellement parce que tu en trouves au moins, le plus souvent au moment où tu décides de ne plus faire des recherches par rapport à côté de l'amour. Donc pour moi c'est ça. Et puis je pense que l'amour ça doit être fait par tout le monde. Pour dire vrai, quand j'ai dit l'amour doit être fait, tout le monde doit tomber amoureux, quoi, mais que ça soit de façon très 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 carrée. Donc voilà.
Alors, on a vu le Time for Love de Ella Sagnan. On a un petit peu suivi donc, ce qu'il disait, ce qu'il pense de l'amour. Il y a une petite chose qui m'a étonnée quand il a dit, pour lui, le mot amour, ça ne veut rien dire. Oui, je pense qu'en ayant écouté son discours, je pense qu'il a vécu une histoire d'amour qui l'a beaucoup affecté et je pensais à cause de cela. Mais je pense que c'est quelque chose de naturel. On peut tomber amoureux pour une minute. Je pense que c'est ça. Maintenant, c'est de cultiver cet amour-là, de pouvoir aller au-delà du coup de foudre, je veux dire. Donc voilà. Donc il faut vraiment maintenant aller à la rencontre de la personne, la découvrir, trouver donc des plages de convergence, tout cela. Mais je pense que le mot amour n'est pas surfait et c'est quelque chose qui est très important dans la vie. On ne peut rien faire ni accomplir sans amour. Il disait aussi, c'était un de ses conseils qu'il applique aussi à soi-même, qu'il est inutile de chercher la bonne personne, que la personne vient d'elle-même, ça peut être quelqu'un de notre entourage, et qu'il fallait juste en fait donner la chance. Oui, effectivement, hein, parce que moi, en ce qui me concerne, je pense que l'amour, c'est accepter. Pour être amoureuse ou bien amoureux de quelqu'un, il faut accepter d'abord son passé et être dans son présent et se projeter avec lui dans le futur. Dans ce cas, il va falloir écarter ce qu'on appelle la sapiosexualité. Donc aimer quelqu'un de par son intelligence. Donc il y en a qui font ça. Ou bien aimer par le physique. Là, s'il y a ces deux-là, quand on est dans l'une de ces situations-là, on peut avoir la déception. Il disait aussi que la beauté, oui, le physique, oui, mais qu'il n'y avait pas que ça. Pour lui, c'est aussi l'intérieur. Est-ce que vous y croyez à ça, vous? Moi, surtout ce que j'aime, c'est quand je connais le passé de la personne. Le passé, c'est sûr, toi? Oui, c'est parce que c'est important. Non, le passé, c'est ce qui forge la personne. Ton passé te permet ça montre ta personnalité. Et si son passé est moche, tu refuses la personne? Non, c'est ça. Je te dis, j'aime le passé. Quel que soit le passé, c'est ça que j'aime. Parce que c'est ce passé-là qui a fait de la personne que j'aime. Donc, ça, je ne joue pas avec ça. Le passé. Ah oui. Je pense que c'est très important. Parce que c'est un peu développer aussi de l'empathie. Parce que je pense que le moment où vous rencontrez la personne, c'est un choc amoureux. Donc c'est le coup de foudre. Maintenant, vous essayez d'apprendre sur la personne. Et je pense que le moment présent est aussi conditionné par le passé. Oui. Mais si aussi toi, tu as suffisamment d'amour à donner, tu pourras avoir la capacité d'accepter son passé. Mais si ton amour n'est pas aussi fort, donc ça veut dire que cette relation-là ne va pas durer. Très bien. Il a aussi précisé dans son Time for Love qu'il était quelqu'un de fidèle. Oui, la fidélité c'est très important, la loyauté aussi, c'est ça. Je pense que dès qu'on est marié, qu'on soit homme ou femme, dès qu'on sort de sa maison, il y a un grand point d'interrogation. On trouvera une femme plus belle que son épouse, plus riche, mais c'est la fidélité, c'est la loyauté. Et il y a toujours un petit quelque chose qui revient toujours parce qu'on ne peut pas trouver chez une autre femme. Et je pense que ce n'est pas quelque chose comme ça. Donc voilà, on ne tombe pas amoureux comme ça entre la maison et le bureau. Donc 100 fois. C'est son dit qu'il y a un chaud. Voilà, donc c'est des personnes qui aiment tout le temps, vite. Voilà, mais je pense que c'est très important. Je pense que s'il y a quelque chose aussi donc, qui est aussi divin. Je pense que parfois, ce n'est pas naturel de rester quelque part. On pense à son épouse. C'est quelque chose qui est là. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est béni. Voilà. Très bien. Bon, sur les petites paroles divines d'Alassane et la poésie de Malik, je pense qu'on va pouvoir se dire au revoir. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui à Courrier du Cœur, dont le thème était assez lourd, donc l'albinisme. Et j'espère qu'on aura pu changer ces quelques mauvaises mentalités, donc c'est quand même des pensées très barbares sur ces personnes atteintes de cette maladie génétique. Encore une fois, ils ne l'ont pas demandé. On l'a entendu dans le reportage aussi de Mariam, la grande amie de Malik. D'ailleurs, on salue Mariam. Et quant à nous, les loulous, on va se dire à la semaine prochaine pour un nouveau thème à Courrier du Cœur. Merci à tous. Merci aux caméramans. Merci.